What is up, family? We have another Patreon request. We got Le jour où l'homme a battu la machine. Okay. Oh, I think this is Ego. En 1997, au 35e étage de l'Equitable Building, se joue la partie d'échecs la plus importante de l'histoire. D'un côté, le plus grand joueur d'échecs de tous les temps, le sommet incontestable d'un jeu vieux de plus de 1500 ans, l'obscènement talentueux, l'absolument premier, le génie Garry Kasparov. Et somebody, I got it. Ce jour-là, Kasparov lutte. Il lutte comme jamais auparavant il n'avait lutté, parce que la planète tout entière le regarde, et parce que, face à lui, est assis un joueur d'échecs tout à fait moyen. Un joueur d'échecs qui joue des coups tout à fait brillants. Voyez-vous, Fang est un ingénieur, et si ce joueur moyen joue des coups brillants, c'est parce que ce ne sont pas les siens, mais bien ceux de la machine qu'il a inventée. Deep Blue, un super ordinateur conçu pour une seule chose, vaincre Garry Kasparov aux échecs. Une machine surpuissante, le résultat d'années de travail acharné et d'échecs à répétition, une intelligence artificielle terminée sur le fil et qui se retrouve à jouer la rencontre la plus importante de l'histoire des échecs. Voilà notre récit, celui d'un homme brillant, arrogamment génial et surtout terriblement isolé, qui se retrouve seul à jouer contre une machine qui a 10 ans d'avance sur son temps, créée spécifiquement pour le vaincre. Et Kasparov le sait, s'il perd ce jour-là, c'est l'humanité tout entière qui perd avec lui. So he beat the machine. Et personne ne sait ce que ça signifierait pour l'espèce humaine. Pour vous aider à suivre les événements de ce récit, vous trouverez dans la description certaines définitions de termes techniques échiquéens ou scientifiques sur un petit site que j'ai fabriqué avec mes petites mains grâce au partenaire de cette vidéo, Odoo. Vous allez voir, c'est pas sorcier, j'ai créé mon site gratuitement, j'ai indiqué ce que je voulais en faire, j'ai choisi ma palette de couleurs, du gris et du blanc, des couleurs pleines de vie, à mon image. J'ai choisi les pages que je voulais parmi les options proposées, puis un layout qui me semblait coller au projet, puis je suis passé à l'étape suivante. Puis je suis revenu en arrière parce que je suis incapable de prendre une décision, j'ai répété l'opération 3 fois avant de me décider, et puis voilà, le site s'est construit sous mes yeux. Pour 2 minutes de boulot, vous admettrez que l'opération est concluante. À partir de là, c'est du Lego, tout fonctionne par bloc. Vous prenez, vous changez de place, vous supprimez, vous modifiez. Ok, we got it. It's a website builder. Nous sommes en 1968 à Bakou, en Azerbaïdjan. Un enfant de 5 ans observe silencieusement ses parents. Ils sont tous les deux penchés sur une page de journal. Sur cette page, un dessin d'échiquier sur lequel apparaissent différentes figures. C'est un problème. L'enfant ne le comprend pas. Seulement, il voit les adultes en débattre. Il parle de position, de coups, de cavalier, de roi et d'autres choses qu'il découvre pour la première fois. Il ne dit rien, mais il regarde et il tend l'oreille. Le lendemain matin, sans qu'on lui demande quoi que ce soit, il appelle ses parents et leur donne la solution. Les adultes se regardent, stupéfaits. Parce que l'enfant n'a jamais appris à jouer, et pourtant là, sous leurs yeux, il vient de résoudre une partie qui les avait tenus en échec pendant des heures. En fait, en les écoutant, l'enfant avait naturellement déduit les règles. C'est incroyable. Some people are just brilliant. Les mouvements, le but du jeu. C'est ainsi, dans cet appartement soviétique des années 70, que débute la légende de l'un des esprits les plus brillants de notre époque, Garry Kasparov. Ça a commencé comme ça, difficile de dire si cette anecdote que Kasparov raconte lui-même est vraie ou fausse, mais en vérité peu importe, parce que très vite, ce sont les faits qui vont attester de son génie. Le petit Kasparov entame les cours d'échecs à 7 ans. Sa progression est fulgurante, il a l'air de comprendre les échecs plus rapidement que les autres. Sa mère le voit bien et elle pousse son fils sur cette voie. Et ça, bien à raison, parce que Garry n'est pas vraiment un enfant comme les autres. Il est ailleurs, plus vif, plus déterminé, plus créatif aussi. Et ça se remarque très vite dans sa manière de jouer aux échecs. Ses adversaires sont déconcertés. Garry ne se contente pas de jouer, il invente, il improvise. Et ça, c'est ce qui lui permet de remporter ses premiers titres rapidement. Très rapidement même. À peine 9 ans, il obtient le grade de joueur de première catégorie, déjà très prestigieux en URSS. Et dans une Russie où les échecs sont une discipline respectée, il attire rapidement l'attention, notamment au championnat soviétique de la jeunesse qui se déroule à Vilnius en 1973. Il attire l'attention déjà parce qu'il est visiblement plus petit, plus jeune que tous les autres participants, mais aussi parce que malgré son âge, il excelle. Et ça n'échappe pas au grand, très grand entraîneur de l'époque, Alexander Nikitin. En quelques regards, en quelques parties, il voit bien que le jeu de Kasparov est différent. Agressif mais mesuré, logique mais imprévisible. Nikitin voit clair, il n'a pas face à lui un très bon joueur. Il a face à lui un prodige. Alors, sans hésiter, il le prend sous son aile. À 10 ans, Kasparov intègre la meilleure école d'échecs de Russie, l'école Mikhail Botvinnik.
Profitons d'être à l'école pour expliquer dans les grandes lignes les règles des échecs à ceux qui ne les connaissent pas. Pour les autres, vous pouvez vous rendre ici. Les échecs sont un jeu de stratégie. On peut faire quoi là? Ah, wait. I mean, you guys go. You don't have to. You can watch the original, but I know how to play chess. Place en diagonale, les tours longent les colonnes et les rangées. La dame, elle, combine la puissance des fous et des tours. Le roi, quant à lui, doit My favorite? Les chevaux. That's my favorite. être protégé à tout prix. Bon, donc aux échecs, l'école Mikhail Botvinnik, c'est la fabrique des champions. On y enseigne l'excellence technique, tactique et stratégique, la ruse, la combativité, la discipline, la psychologie. Mais surtout, ce que veut Botvinnik, c'est inculquer à ses élèves une approche scientifique des échecs. Ça passe déjà par de nombreux exercices d'analyse. Chaque élève est contraint d'effectuer une autocritique après une partie, tout particulièrement en cas de défaite. L'objectif est qu'il soit capable d'identifier lui-même ses erreurs. À la maison, chacun est tenu de préparer des ouvertures et des parties à l'avance qu'il doit présenter à ses camarades en classe. Les sessions sont alors participatives et tout le monde est encouragé à prendre part à l'analyse des parties exposées. Et ça, Kasparov ne s'en prive pas. Il est bavard, très bavard, au point que Botvinnik doit régulièrement l'empêcher de trop prendre la parole. Gary est trop vif pour les autres, et même pour son professeur, qui l'avouera sans problème, lui-même n'arrivait pas à calculer ou à réfléchir aussi rapidement. Autre exercice intéressant, celui des positions imposées. Botvinnik place ses élèves dans des positions volontairement désavantageuses et exige qu'ils trouvent comment tenir ou contre-attaquer. Il cherche de cette manière à stimuler leur combativité et leur imagination défensive. Mais pour Botvinnik, la meilleure façon de progresser aux échecs n'est pas seulement de jouer aux échecs, c'est aussi de socialiser et de cultiver sa curiosité dans d'autres champs. Voilà pourquoi les sessions d'entraînement comprennent de nombreuses autres activités comme le ski, le football et d'autres sports, mais aussi de longs temps d'échanges au cours desquels Botvinnik raconte sa carrière, parle des grands champions du passé comme Capablanca et Alekhine, ce qui aide considérablement le petit Kasparov à comprendre la nature du jeu d'échecs au plus haut niveau professionnel. Et tout ça, il l'assimile vite. Quand je dis vite, c'est qu'à 12 ans, il participe déjà au championnat adulte de la ville de Bakou, et il gagne. À partir de là, tout s'accélère. À 13 ans, il est sacré champion junior du RSS, devenant ainsi le plus jeune vainqueur de l'histoire de la compétition, et il finit aussi 3e au championnat du monde junior. Déjà, il incarne quelque chose de différent. C'est incroyable. Non, vraiment, c'est incroyable. Il est né comme ça, basically. Son style qui mêle intuition, audace, dynamisme et logique ultra rigoureuse fascine. Et puis, Kasparov, c'est aussi un personnage. Il est conscient très tôt de son talent exceptionnel, il est sans cesse valorisé par les autres, et il cultive une confiance en lui qui frôle parfois l'arrogance. Il se sait unique, différent, et surtout, il veut que tout le monde le sache. Il dira lui-même dans son autobiographie « J'ai toujours pensé que je n'étais pas seulement le meilleur joueur de ma génération, mais que je pouvais surpasser tous ceux qui m'avaient précédé. » Voilà, dès son plus jeune âge, Kasparov est convaincu de sa destinée exceptionnelle. Wow. En 79, à 16 ans, il remporte un tournoi international de grands maîtres et obtient son premier classement Elo, 2545. Pour rappel, le classement Elo, c'est ce qui permet d'évaluer les joueurs. Plus l'Elo est haut, plus on est bon aux échecs. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce n'est pas du tout une courbe linéaire. Il est beaucoup plus facile de passer de 800 à 1600 Elo que de passer de 2300 à 2400. Plus le niveau grimpe, plus il est difficile de grimper. Bref, pour vous donner une idée, avec 2545 Elo, Kasparov est à ce moment-là le 38e meilleur joueur du monde, à 16 ans. And that must piss him off too. I promise you, in his head he's going, what? I'm only 30-something? No, I'm the best in the world. Show me who's better than me. Let me see. Let me play them. Ses victoires s'enchaînent. Il arrive premier au championnat du monde junior à Dortmund en Allemagne et obtient le titre de grand maître international à 17 ans. Il arrive premier ex-aequo au championnat du RSS en 81, premier ex-aequo au tournoi international de Moscou, premier au tournoi de Bugojno en Yougoslavie devant de grands joueurs de l'époque comme Lubojevic, Timan ou Anderson. Et il finit par se qualifier au tournoi le plus prestigieux du monde, le tournoi des candidats. Le tournoi des candidats, c'est un tournoi entre les 10 meilleurs joueurs de la planète. Oh my God! Ça a lieu tous les ans, pendant un mois. Tous les candidats s'y affrontent et le vainqueur gagne le droit de défier le champion du monde. Et s'il gagne, il prend sa place. À seulement 20 ans, Kasparov entre donc dans le cercle des plus grands et n'est plus qu'à quelques pas du titre de champion du monde. 20 years old. Mais à ce stade, ce que Garry Kasparov ignore, c'est que son plus grand adversaire, celui qui va tout changer, c'est pas un joueur d'échecs. C'est un ingénieur. Laissez-moi vous parler de Fang Xiangxiu. 1985, Pittsburgh, Pennsylvanie.
Dans les couloirs de la prestigieuse université Carnegie Mellon, un jeune ingénieur taïwanais débarque avec une soif de savoir hors du commun. À ce moment-là, l'idée de thèse de Fang n'a rien à voir avec le monde des échecs. Il cherche à concevoir des puces pour imprimantes qui les rendraient capables d'imprimer correctement les milliers de caractères complexes de la langue chinoise. C'est un sujet technique, mais discret, principalement dirigé par des motivations mercantiles. Et puis, au laboratoire de recherche, Fang croise la route d'un professeur, Hans Berliner. Ancien champion d'échecs devenu chercheur informaticien, Hans dirige le programme High-Tech, un programme conçu pour jouer aux échecs et l'un des plus performants de l'époque. Immédiatement, Fang s'intéresse au sujet parce qu'il en comprend la portée. Là où la plupart des gens voient en high-tech un simple programme d'échecs expérimental, Fang aperçoit les prémices d'une révolution. Il comprend que les échecs sont un champ de bataille où s'entrelacent mémoire, calcul, logique, créativité, stratégie, anticipation. C'est un miroir de l'intelligence humaine. Si l'on veut comprendre l'intelligence, la déconstruire, la surpasser, Fang pense que les échecs sont le modèle parfait. Si parfait d'ailleurs que pour Fang, ce n'est pas seulement un projet technique ambitieux, c'est un projet civilisationnel. Construire une machine capable de battre l'humain dans l'un des domaines les plus symboliques de son intelligence, c'est le détrôner de sa tour d'ivoire cognitive. C'est questionner sa place dans l'ordre du vivant et peut-être enfanter une nouvelle forme de pensée. Alors quand Berliner propose à Fang de rejoindre son équipe, ce dernier n'hésite pas une seconde. En interview, il dira qu'à ce moment-là, il savait déjà que c'était une chance unique de marquer l'histoire. Problème de taille, figurez-vous que les échecs, c'est compliqué. On peut penser qu'avec des règles aussi simples, les échecs pourraient être résolus avec quelques calculs bien pensés. On crée un bel arbre de décision dans lequel chaque coup est évalué en fonction de ses conséquences sur les coups futurs, ceux de l'adversaire et les nôtres, et puis on n'a plus qu'à choisir la meilleure branche, celle qui mène inévitablement à la victoire. Le problème, c'est que les échecs sont beaucoup trop vaste pour qu'on puisse fonctionner de cette manière. Ça a été démontré par le mathématicien Claude Shannon dans les années 50. À chaque tour, un joueur d'échecs a en moyenne 30 options, donc 60 si l'on compte les deux joueurs, et une partie dure en moyenne 40 coups, ce qui nous donne 30 multiplié par 30 exposant 40, soit plus de positions possibles qu'il existe d'atomes dans l'univers. Même le plus puissant calculateur du monde à l'heure où cette vidéo est façonnée, capable de réaliser 1 milliard d'opérations par seconde, mettrait des milliards de fois l'âge de l'univers à simuler l'ensemble des parties possibles. C'est vertigineux, et c'est précisément ce mur de complexité qui se dresse devant Fang et les autres ingénieurs de son temps. Et puis, il y a un problème encore plus sévère, parce que de l'autre côté de la planète, Kasparov ne cesse de s'élever. Au moment où Fang commence sa quête de génie artificiel, le génie humain est, lui, au sommet de son art. Revenons un tout petit peu en arrière. Nous voilà en 1984, Gary a 20 ans. Rappelez-vous, on l'avait laissé sur une série éclatante de victoires. Dans cette lancée triomphale, Kasparov remporte également le fameux tournoi des candidats face aux 10 meilleurs joueurs de la planète. Il gagne donc le droit d'affronter le champion du monde de l'époque, Anatoly Karpov. Joueur prodigieux, champion du monde incontesté depuis 1975, qui a écrasé la scène échiquienne pendant plus d'une décennie. Précision chirurgicale, style positionnel implacable, Karpov est méthodique, patient, doté d'une mémoire hors du commun, tant et si bien qu'il a déjà remporté plus de 160 tournois, un record absolu. Face à lui, les grands maîtres n'ont pas d'autre choix que de plier. Alors quand un jeune homme, inexpérimenté mais outrageusement brillant, ose non seulement le dépasser dans le classement Elo, mais débarque en plus pour lui prendre son titre de champion du monde, Karpov ne sourit pas. D'autant plus que tous les opposent. Karpov est bien plus qu'un simple champion d'échecs. Il est une figure du pouvoir soviétique. Il est ethniquement russe, c'est un bon fils du régime, il est fiable, discret, loyal. Il est membre du Parti communiste, député au Soviet suprême. Son style de jeu, positionnel et méthodique, est souvent vu comme une métaphore de la bureaucratie soviétique. Pour les autorités, c'est l'ambassadeur idéal. Kasparov, c'est tout l'inverse. Il est plus jeune d'une génération, il est d'origine mixte, avec un père juif et une mère arménienne. Il est impétueux et critique, il incarne la vague du changement. Son style de jeu agressif reflète parfaitement son désir de bousculer l'ordre établi. Il ne se contente pas de jouer aux échecs, il mène un combat contre le système. Le premier grand affrontement entre les deux hommes pour le titre de champion du monde mériterait un documentaire à lui tout seul, mais vous allez vite comprendre pourquoi je me contenterai de le résumer. Le match, censé durer une vingtaine de parties étalées sur quelques semaines, se transforme en une confrontation brutale, épuisante et sans fin, puisque le titre doit revenir au premier à gagner 6 parties, mais que le niveau des deux prodiges, tous les deux entraînés par Botvinnik, est tellement égal que personne n'arrive à prendre l'ascendant, et que le match s'étire sur 5 mois entiers. Le truc, c'est que si Kasparov est épuisé, Karpov, lui, a perdu plus de 10 kilos depuis le début du match, et il commence lentement à craquer.
Si c'est toujours le champion du monde qui mène 5-3, c'est bien le jeune Gary qui remporte les 2 dernières parties. Et c'est à ce moment précis d'inversion de tendance, ce moment exact où Kasparov semble trouver la force de percer les défenses réputées imprenables du champion du monde, que la Fédération internationale des échecs décide de mettre fin au match. Après plus de 100 jours d'affrontements épuisants, la fédération explique que la santé des joueurs doit être préservée et qu'ils ne peuvent pas continuer. Mais c'est incroyable! Et comme il n'y a pas de gagnant et que Karpov est champion du monde, alors Karpov restera champion du monde. Vous comprenez ce qui vient de se passer? Ce n'est pas la santé de Karpov qui a été préservée, mais c'est bien son titre. Il est le champion modèle soutenu par le pouvoir soviétique. Là où Kasparov est un rebelle, ça embêterait beaucoup d'individus haut placés que ce petit jeune incontrôlable devienne champion du monde. Voilà pourquoi j'ai préféré vous résumer l'affaire. Parce que Kasparov bouillonne, qu'il débarque sur scène sans masquer sa colère, qu'il exige un rematch et que l'année suivante est organisée l'une des plus grandes rencontres de l'histoire des échecs. Wow. This kid had not only is he brilliant, il a des grosses couilles. Cette fois-ci, les règles sont plus encadrantes. Pour partager les 2 cas, 24 parties, pas une de plus, et celui qui a le plus de victoires l'emporte. En cas d'égalité, le champion du monde reste champion du monde. Dès la première partie, Kasparov frappe et il l'emporte. Deuxième partie, troisième partie, des nuls. Kasparov mène toujours, mais Karpov reprend ses esprits, il remporte les parties 4 et 5. Et puis, nouvelle nulle. Kasparov remporte la 11e, il égalise. Jusqu'à la 15e partie, il y a 2-2 pour nos 2 hommes. Allez. Et puis vient la 16e. Kasparov, qui joue les noirs, ouvre avec une défense sicilienne, son ouverture fétiche. Il ne joue pas la sécurité, il choisit une ouverture agressive, complexe. Il veut emmener Karpov, le maître du contrôle, sur un terrain où les règles n'existent plus. Les premiers échanges sont une danse tendue. Kasparov pousse ses pions, il cherche à déséquilibrer l'échiquier. Karpov ne cède pas un pouce de terrain, il répond avec une précision glaciale et consolide sa position. Au 10e tour, Kasparov sort son cavalier et le plante en B4, vers l'avant. Ce que ça veut dire, c'est que ce pion blanc de Karpov est isolé et attaqué par 3 pièces noires. Le champion est certain que son jeune adversaire, comme n'importe quel autre joueur d'échecs, mangera ce fameux pion isolé pour prendre l'avantage matériel. Mais Kasparov est différent. Il veut une partie chaotique, imprévisible. Alors il ignore le pion et il sort son fou. Étrange mais gérable. Face à cette provocation, Karpov réagit comme il l'a toujours fait, avec calme et rigueur. Il ne s'affole pas, il renforce ses défenses, et il prépare une manœuvre pour chasser l'intrus. Il contrôle. Jusqu'au 15e coup, le cavalier est immobile. Patient, tranquille. Et puis, au 16e tour, le fameux 16e tour, le cavalier glisse en D3. Ça n'a peut-être l'air de rien, comme ça. En fait, ça a même l'air un peu dangereux pour Kasparov, cette pièce isolée, soutenue par un seul fou, face à l'armée complète de Karpov. Ce cavalier devrait se faire chasser rapidement. It's protected by the bishop. Et Karpov en est incapable. Parce qu'il a face à lui ce que l'histoire appellera le cavalier pieuvre. Depuis sa position, ses tentacules invisibles contrôlent les cases E1 et C1, les 2 seules colonnes ouvertes de la position, ce qui paralyse les tours blanches de Karpov et ce qui contraint sa dame à des déplacements limités. Le champion est complètement déstabilisé. Il a face à lui une pièce flottante, à peine défendue par un fou, qui cloue toute son armée sur place. The game of chess is it really is an amazing game. It really is. I play it at maybe 1% of how you should play it, but just the games that I play, it's there are no 2 alike games ever when you play chess.
Il essaye de se libérer, il manœuvre, il tente une contre-attaque. Mais chacun de ses coups, pourtant justes et logiques, le fait s'enfoncer davantage. Il est étranglé par une seule pièce. That he refused to take. L'intuition de Kasparov, combinée à sa grande connaissance du jeu, en font un monstre. Ici, il invente, il casse les codes, il joue avec les limites, les torts pour créer du neuf, de l'imprévisible, et pour détruire son adversaire. Karpov étouffe. Lors du 27e tour, un peu pathétiquement, il range presque sa dame, alors qu'une dame, c'est censé vivre, s'aventurer plus loin sur l'échiquier. Et ça ne s'arrête pas là. Le champion du monde avance ensuite son pion, son dernier avantage sur l'armée de Kasparov, en D6, face à la Dame Noire. À ce niveau-là, c'est presque une offrande, une supplication d'en finir. Mais l'insolence de Kasparov est sans limite. Il se moque de l'offre de Karpov au point qu'il en laisse la vie sauve au pion pour poursuivre son invasion de l'échiquier. Plus bas, c'est encore pire. Kasparov sacrifie son cavalier pieuvre pour permettre au deuxième cavalier de se planter en territoire ennemi. D'ici, terrifiant, il menace en même temps les vies d'une tour, de la dame et du roi, soit les 3 pièces les plus puissantes de Karpov. Ce dernier, désespéré, se débarrasse de ce cavalier assassin, ce qui donne le champ libre à Kasparov, enfin, pour faucher la dame blanche. Oh. L'armée de Karpov est démunie, celle de Kasparov continue d'avancer et achève, finalement, de condamner le roi blanc. Voilà, we have a new world champion. Ouais. Échec et mat. Ouais, unbelievable. How smart you have to be. Le reste appartient à l'histoire. Kasparov ne lâche plus rien sur les dernières parties et devient, à 22 ans, le plus jeune champion du monde de l'histoire des échecs. C'est incroyable. Even he's clapping. Wow. Pendant que Kasparov brille sous le feu des projecteurs, Fang forge son invention en silence dans son laboratoire. Il passe des journées, des nuits à travailler pour tenter de concevoir la machine d'échecs la plus performante possible. Parce que à ce moment-là, High-Tech a un problème important, son architecture. Vous vous souvenez quand je vous disais qu'on ne pouvait pas résoudre les échecs et qu'il était impossible de simplement calculer la branche de l'arbre qui mène à la victoire à coup sûr? Eh bien, pour pallier à ça, on doit utiliser ce qu'on appelle des fonctions d'évaluation. Une fonction d'évaluation, c'est un algorithme qui attribue un score numérique à n'importe quelle position sur l'échiquier, en déterminant si elle est favorable ou non. Ce score est calculé à partir de milliers de paramètres, comme la sécurité du roi, l'avantage matériel, le contrôle du centre ou encore la structure des pions. À partir de là, l'objectif de l'ordinateur est simple, choisir le coup qui maximise son propre score, tout en minimisant celui de son adversaire. Jusqu'ici, High-Tech utilise une architecture spécifique pour ce calcul. 64 puces, une pour chaque case de l'échiquier, qui évalue la situation localement. Le problème, c'est que la consolidation de ces 64 calculs en un score global se fait à l'extérieur des puces, ce qui est un processus lent et coûteux, alors même que la vitesse de calcul est le nerf de la guerre aux échecs. Et c'est là que Fang brille, il réussit à condenser toute l'architecture de High-Tech, non pas dans 64, mais dans une seule puce. Et très vite, il comprend ce qu'il a dans les mains, ce n'est pas une simple optimisation technique, c'est la naissance de quelque chose de si grand, si neuf, qu'il peine à en discerner les contours. Alors Fang et son équipe redoublent d'efforts. Ils travaillent sous pression, à coups d'essais répétés, de réglages, de corrections. La fatigue s'accumule, mais ils tiennent bon. Ils savent que chaque micro-gain de performance les rapproche de l'objectif final. Et les résultats tombent enfin. De 100 000 coups par seconde, ils parviennent à monter à 500 000. Le chemin est encore long, mais ils en sont maintenant persuadés, ils peuvent aller beaucoup plus loin. C'est dans cette tension, dans cette obstination que naît leur nouvelle créature, Deep Thought. En mai 1988, les performances de Deep Thought sont remarquables. 720 000 coups par seconde, une profondeur de coup maximale dans des positions complexes de 10 à 11 coups, ce qui veut dire que la machine est capable d'anticiper les mouvements de son adversaire et de calculer ses coups optimaux sur 10 à 11 tours. Là, Fang vient de créer un monstre. It doesn't even...
It's just it's mind blowing that he's gonna beat this machine. I mean, you know that's what's gonna happen. That he's gonna beat it. This 22-year-old is going to beat this machine that can see what you're doing 10 to 11 moves ahead of what your thought is. I mean, that just my man just raised his level of intelligence. What do you think his IQ was? Deep Thought ne tarde pas à faire sensation. À peine créée, elle remporte l'ACM, le championnat américain des machines, puis le championnat mondial des machines en 89. Mais ce n'est pas tout, parce que bientôt, Deep Thought ne se contente plus des machines, elle se tourne vers les humains. Et pas n'importe lesquels. En tournoi officiel, elle affronte le grand maître international, Bent Larsen. Pour du coup, ça me donne l'occasion de faire un petit rappel, histoire que vous situiez bien ce qui vient. À 1600 Elo, on est un joueur moyen de club d'échecs. C'est déjà un joli niveau. À 2300 Elo, on est considéré comme maître. À 2400 Elo, on devient maître international, faisant partie du top 0,06% des joueurs. Et à 2500 Elo, finalement, on atteint le rang de grand maître international, souvent appelé GM, ce qui représente 0,02% des joueurs d'échecs. Voilà ce qu'est Bent Larsen, l'adversaire de Deep Thought, l'élite de l'élite. Rien qu'une machine ne pourrait faire tomber. C'est trop brillant. Tout le monde le sait. Kasparov lui-même. Lors d'une conférence en janvier 88, un journaliste lui demande si un grand maître international pourrait perdre contre une machine d'ici l'an 2000. Kasparov, moqueur, répond que c'est impossible et qu'il serait très content d'expliquer à un GM comment gagner contre un ordinateur. Et puis, Deep Thought affronte le grand maître Bent Larsen. La machine gagne. C'est la première fois qu'un grand maître international se fait battre par un ordinateur en tournoi officiel. Fang vient de prouver à Kasparov qu'il avait tort, avec 12 ans d'avance. À ce moment-là, l'Elo de Deep Thought est estimé à 2500. C'est officiellement le meilleur ordinateur d'échecs du monde et il a été produit par un étudiant en thèse. C'est là que débarque un géant, IBM, colosse de l'industrie informatique, qui comprend déjà très bien la portée de ce qu'il a sous les yeux, et qui voit grand. Voilà pourquoi il vient taper à la porte des Fang avec un nouvel objectif titanesque, construire une machine capable de battre le meilleur joueur du monde, Garry Kasparov. Fang accepte, c'est le début d'une nouvelle bataille. Wow. À peine installé chez IBM, il propose à Kasparov un premier affrontement. Kasparov accepte, il juge les machines stupides et est ravi d'avoir l'occasion de le démontrer. En même temps, il faut dire qu'en 85, Kasparov a réussi à battre 32 ordinateurs contre lesquels il jouait simultanément, avec la plus grande facilité. I'm telling you, man. Ooh, this is gonna be a great battle. Forcément, on comprend qu'il ne soit pas inquiété. Yeah, that's why. He's like, the machines, they're stupid. Et bon, effectivement, Kasparov écrase Deep Thought 2-0. Wow. Et il se permet même un petit conseil à Fang et à son équipe. Apprenez-lui à abandonner plus tôt. Teach it to resign earlier. Oh, c'est excellent. C'est douloureux, mais la rencontre permet à Fang de voir à qui il a vraiment affaire. Wow. Kasparov n'est pas juste un grand maître, ce n'est pas juste un champion, c'est un phénomène. C'est une sorte d'anomalie, et sa machine ne lui arrive pas encore à la cheville. À cette réalisation s'ajoute la pression d'IBM. Fang comprend qu'il n'est plus à l'université, mais qu'il travaille pour une entreprise lucrative qui exige de lui des résultats précis. Le stress augmente, certains membres de l'équipe craquent et démissionnent. Mais Fang tient bon et reprend tout depuis la base. Il met alors au point une deuxième version de Deep Thought, beaucoup plus optimisée que la première. Son code ne fait plus 100 000, mais 5000 lignes, plus efficace donc. Sa fonction d'évaluation est totalement réécrite, plus performante, son hardware est amélioré et son livre d'ouverture repensé. Deep Thought 2 peut désormais ouvrir avec des parties en dehors des ouvertures classiques et surtout, elle peut monter jusqu'à 7 millions de coups calculés par seconde. C'est pratiquement 10 fois plus que les 720 000 coups par seconde de la première version de Deep Thought. Wow. Elle connaît des victoires notables, notamment 3 victoires à l'ACM, mais elle y perd en 1993 contre le programme Socrate. 2 ans plus tard, malgré des améliorations, elle perd aussi contre le programme Fritz au championnat du monde d'échecs pour ordinateur. Autant dire que la route est encore bien longue, d'autant plus que l'Elo de Deep Thought 2 peine à dépasser 2600, là où celui de Kasparov atteint 2800 dès 1992. Mais Fang ne se démonte pas. Et malgré le fossé persistant entre sa machine et Kasparov, il insiste pour obtenir une nouvelle rencontre. IBM et le champion du monde entrent en discussion et débouchent sur un accord. C'est décidé,
Kasparov affrontera Fang et son programme en février 1996. La pression augmente. Fang sent le poids immense de ce défi historique peser sur ses épaules. Et tant qu'il n'aura pas trouvé la clé, tant que sa machine ne pourra pas au moins effleurer le génie de Kasparov, il ne dormira pas. Alors il se jette dans le travail. Jour, nuit, semaine, mois, tout devient flou. Les repas sautent, les heures se confondent. Fang disparaît dans ses recherches. 1 mois s'écoule, puis 2, 3, 4. Le temps file et nous voilà au début de cette année décisive, 1996. Et les efforts insensés de Fang finissent par porter leurs fruits. Parce que si Deep Thought 2 pouvait déjà calculer autour de 7 millions de positions par seconde, sa nouvelle création franchit un cap inimaginable, près de 100 millions de positions par seconde. Mais c'est... Comment ? En concentrant des années de tâtonnement dans une nouvelle architecture, des puces spécialisées rendant l'algorithme capable de calculer à une vitesse démentielle. Chaque composant est optimisé, pensé pour une seule tâche, explorer plus vite, plus profond et remonter l'information sans perte. Fang le dit lui-même, là c'est pas une simple évolution, c'est un saut d'échelle, et il baptise cette nouvelle machine Deep Blue. Et pour la première fois, Fang commence à y croire. Cette fois-ci, sa création pourrait peut-être vaincre Kasparov. Mais problème, à quelques mois du match, l'équipe découvre que certaines puces nécessaires au bon fonctionnement de Deep Blue sont défectueuses. C'est la panique. Fang relance immédiatement une commande, mais la livraison prend du retard. Les jours passent, mais il n'y a rien à faire, si ce n'est attendre. Des jours, puis des semaines, des mois entiers de retard de livraison qui paralysent Fang et son équipe. Au final, les puces arrivent moins d'1 mois avant la rencontre avec Kasparov. Le compte à rebours est relancé. Il faut faire vite. L'équipe de Fang s'affaire au mieux pour ajuster la machine à temps. À nouveau, les jours passent, et à peine 2 semaines avant le match décisif, Deep Blue est terminé. À peine assemblée, sans même avoir pu être testée dans des conditions réelles de compétition, la voilà partie pour affronter le plus grand joueur d'échecs du monde, et désormais de tous les temps. Oof. He has to be the greatest of all time. He has to be. How could you say he's not? Nous voilà donc le 10 février 1996 à Philadelphie. Des médias du monde entier se sont réunis, les yeux rivés sur l'échiquier. Et c'est normal, ce qui se joue ici va bien au-delà d'un simple match. Ce soir-là, l'humanité met son honneur en jeu. Une victoire de la machine, ce serait un séisme, ce serait une preuve que même dans l'une de nos disciplines les plus précieuses, nous ne sommes plus seuls au sommet. Et Kasparov a conscience de ça. Il le dit lui-même, sur certains aspects, c'est une croisade pour l'espèce humaine. Alors très vite, 2 camps se dessinent. Ceux qui croient fermement à la supériorité éternelle de l'humain, et ceux qui voient déjà s'approcher l'ère des machines. David Levy, le co-organisateur du match, prédit un 6-0 pour Kasparov. En face, Monty Newborn, professeur d'informatique à l'université McGill et chairman de l'ACM, se montre bien plus inquiet. Il annonce un 4.5 pour Deep Blue et 1.5 pour Kasparov. Il explique, quand un ordinateur devient meilleur que vous, il le devient beaucoup plus vite que vous. Reste à voir si Deep Blue est déjà devenu meilleur que Kasparov. En tout cas, le champion apparaît calme, mais il est lucide. Il a conscience que les machines ont beaucoup évolué et que ce match est peut-être l'un de ses plus gros challenges. Et puis, il sait que l'on ne joue pas contre une machine comme on joue contre un humain. Il dit « L'ordinateur peut être très fort et il y a certaines positions que tu souhaites éviter. Tu ne veux pas trop de complications où le calcul pur est déterminant. Tu dois prendre moins de risques. Quand tu joues contre un humain, le facteur psychologique est très important. Tu peux mettre la pression psychologique juste en poussant tes pièces. Ouais. L'ordinateur, lui, s'en fout. Ouais. Il n'a pas de sentiments. Ouais. Et pour un joueur comme Kasparov, c'est un sacré handicap, car une jolie partie de sa force repose justement sur sa capacité à sentir son adversaire, à le dominer mentalement, à le faire craquer. Et contre Deep Blue, c'est impossible. Il n'a pas d'émotion, donc pas de faille psychologique. Kasparov, néanmoins, prédit un score de 4-2 en sa faveur. Oh, he actually predicted he would lose twice. Humble. At least he's a little bit humble. Dans la salle, silence absolu. La première partie débute. Kasparov et Deep Blue échangent leur premier coup. Et rapidement, Kasparov pressent quelque chose d'étrange. Deep Blue ne joue pas comme une machine. Ah! Elle sacrifie un pion, un vrai sacrifice qui ne lui rapporte aucun gain matériel. Un ordinateur normal ne ferait jamais ça. Normalement, ils sont presque exclusivement guidés par des logiques matérialistes. Ils sont
This is an awesome video, by the way. Loving this video. Programmé comme ça. Mais pas Deep Blue. Kasparov est stupéfait. Autour de lui, probablement personne ne comprend ce qui vient de se passer. Mais lui sait qu'il vient de vivre un moment historique. Quelque chose de neuf vient de naître. Une nouvelle entité, une nouvelle manière de penser. Il dira plus tard en interview « Je pouvais sentir, je pouvais presque flairer une nouvelle forme d'intelligence de l'autre côté de l'échiquier. » Wow. Face à ça, Kasparov tente de reprendre ses esprits, mais il est perdu. Il tient, mais impossible de renverser la situation. La partie s'achève, 1-0, victoire de Deep Blue. Pour la première fois, un ordinateur vient de battre Garry Kasparov en partie longue, en match officiel. Un frisson traverse la salle. Et Kasparov, il encaisse. Certes, il y a la défaite, mais aussi le poids de tout ce qu'elle signifie. Parce que s'il peut être vaincu ici, aujourd'hui, alors jusqu'où ira cette machine ? Que fera-t-elle demain ? Ouais, exactement. Et l'humain, que deviendra-t-il lorsqu'il ne sera plus le sommet de l'intelligence ? Voilà des doutes humains, des peurs humaines, et la seule chose dont Kasparov peut être certain, c'est que son adversaire, Deep Blue, n'a absolument aucune de ses préoccupations. Alors il faut revenir au match, repenser sa stratégie, recalculer, en un mot, s'adapter. Et c'est ce que fait Kasparov. Le soir même, il étudie les forces et les faiblesses de son adversaire. Il lui est encore possible d'ajuster son jeu. Voilà son avantage. Le voilà prêt, peut-être, pour la deuxième partie. Les premiers coups sont tranquilles, jusqu'au 6e. Kasparov avance un pion, et Deep Blue le mange immédiatement. Au 8e, ça recommence, la machine avale un deuxième pion. Déjà, Kasparov semble craquer. Sa nuit de préparation n'a servi à rien. Sauf que Kasparov sourit. Car voilà son hypothèse. La machine ne pense pas. Elle suit des objectifs programmés, gain de matériel, attaque, évaluation. Mais si on l'empêche de fixer une cible claire, elle se perd. Alors Kasparov lui tend des pièges pour l'empêcher de se fixer sur un objectif précis à long terme. Et Deep Blue tombe complètement dans le piège. Wow. Qu'est-ce qu'il est intelligent, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Wow. C'est incroyable. C'est vraiment Kasparov domine et l'emporte. Wow. Il dira plus tard en interview « Cela a peut-être été mon plus grand avantage. Je pouvais déterminer ses priorités et adapter mon jeu en conséquence. Il ne pouvait pas faire de même avec moi. » Et il conclura, même si je pense avoir vu certains signes d'intelligence, il s'agit d'une intelligence étrange, inefficace et rigide qui me fait penser qu'il me reste encore quelques années devant moi. I love it. I love it. La suite du match lui donne raison. Les deux parties suivantes sont nulles, mais Kasparov finit par l'emporter 4-2, soit le score qu'il avait prédit dès le début. Unbelievable. Pour le moment, l'honneur de l'humanité est sauf. Ce qui est sûr, c'est que plus personne ne prend les machines à la légère. The problem now is I think computers do like 10 billion things in 1 second. Where this was 100 million, I think now they're up to billions and billions. Parce que Deep Blue, en une seule victoire, a ouvert une brèche dans l'invincibilité humaine. Wow. Wow. To be able to adjust your game like that. Immédiatement, IBM négocie une revanche que Kasparov accepte. La date est fixée, ils se retrouveront l'année d'après, en 1997. 1 year later. Pendant un an, Fang reconstruit Deep Blue dans le plus grand secret. Il a conscience de vivre un moment historique et vit cette période comme une course contre la montre. Il sait qu'il n'aura peut-être que cette nouvelle occasion pour marquer l'histoire. Il veut être le premier à battre Kasparov, coûte que coûte. En interne chez IBM, on voit ce match comme une opération de prestige mondial. Le projet bénéficie de moyens beaucoup plus importants qu'en 1996. Plus de fonds et plus de main-d'œuvre aussi. Des ingénieurs comme des grands maîtres sont recrutés pour aider Fang à améliorer son invention. C'est comme ça qu'il continue à repousser les limites de sa machine. La fonction d'évaluation de Deep Blue passe de 6400 à 8000 paramètres, ce qui signifie qu'elle prend désormais en compte plus de 8000 facteurs pour évaluer chaque position. Au total, elle s'avère capable de calculer près de 330 millions de positions par seconde. De son côté, Kasparov n'est pas sorti indemne du premier affrontement. Pour la première fois, une machine l'a battu sur une partie officielle. Une brèche s'est ouverte, son aura d'invincibilité n'est plus intacte. Même s'il fait bonne figure dans les médias, il avouera plus tard que cette rencontre a profondément marqué ses entraînements. Désormais, il inclut dans sa préparation les possibilités de jeu qu'ouvre ce nouveau type d'adversaire. Et surtout, il en redouble d'efforts.
Cette fois, il n'a pas le droit à l'erreur. Parce qu'en 1996, la première manche avait fissuré la certitude que l'humain était le maître de l'intelligence. Entre-temps, cette fissure s'est agrandie et désormais, tout le monde comprend ce qui se joue. Dans les journaux, on parle de l'affrontement comme du dernier combat de l'humanité contre la machine. Yeah, if they're at 330 and they're still in the 1900s, even though it's late 1900s, today it might even be well beyond billions per second, which I can't even. Le jour même, 300 journalistes du monde entier couvrent l'événement. Tout le monde s'agite, les quelques places aux retransmissions se revendent plus de $500, et là-haut, au 35e étage de l'Equitable Building, Kasparov attend. Le lieu est interdit au public, mais Kasparov n'est pas seul. Car derrière lui, c'est l'espèce humaine tout entière qui retient son souffle. Nous y voilà, au cœur de l'affrontement, le vrai. 6 parties, 2 intelligences, un seul vainqueur. C'est Kasparov contre Fang, Kasparov contre Deep Blue, le cerveau contre le processeur, l'humain contre la machine. 10 mai 1997, la première manche commence. Kasparov joue avec les blancs, il bénéficie donc du léger avantage donné par le premier coup. Le champion joue lentement, solidement et déséquilibre l'espace de la machine. Deep Blue se défend bien, mais au 44e coup, elle fait une erreur, ce qu'on appelle aux échecs un blunder, une gaffe, une vraie. Plus tard, les ingénieurs d'IBM admettront que c'était en fait un bug. Kasparov l'emporte facilement et déclare « Je battrai cette machine, quoi qu'il arrive ». Very, very confident. Oh, wow. Still got 5 more games to go, my friend. Regardez la première partie. Ce n'est qu'une machine. Les machines sont stupides. It's not gonna be a bug the second one. En salle de conférence, les journalistes exultent, l'humain a encore l'ascendant. L'humanité tient bon. Deuxième manche. Cette fois, Kasparov joue avec les noirs, et il a un plan. Refermer le jeu en bloquant les diagonales pour étouffer la machine. Une position est dite fermée lorsque les chaînes de pions des deux joueurs s'entrecroisent et bloquent le centre de l'échiquier. Ça limite considérablement les lignes d'attaque et la mobilité des pièces à longue portée comme les fous et les tours, ce qui force un jeu plus lent et plus manœuvrier. Dans ces positions fermées, les machines se perdent parce qu'elles reposent sur une force brute. Elles peuvent calculer des millions de coups à la seconde, mais ce qu'elles ne savent pas faire, c'est établir un plan à long terme. Or, dans une position fermée, il est difficile de trouver un coup immédiat qui change vraiment la partie. Il faut imaginer une stratégie long terme. Avancer un pion ici pour libérer une diagonale dans 10 coups, manœuvrer un cavalier là pour préparer une percée dans 20 coups. Pour un humain, et particulièrement pour un champion comme Kasparov, ce type de stratégie lente est accessible. Mais pour la machine, c'est une impasse. Pas de solution immédiate, c'est un arbre des possibles qui s'élargit sans fin, et comme aucun coup ne donne d'avantage tactique immédiat, impossible de trancher et d'en sélectionner un. Bref, en gros, dans ce type de cas, la machine voit tout, mais elle ne comprend rien. Elle voit tout, mais elle comprend rien. Oh shit, he's so smart. Et c'est exactement ce scénario que cherche Kasparov. He's so smart. Emmener l'ordinateur sur un terrain où sa puissance de calcul ne suffit plus. Oof. Alors il joue. Draw, I imagine it was a draw. Et Deep Blue attend. Elle réfléchit pendant 5 minutes, ce qui représente une éternité pour un programme. Oui. Eh ben, dis donc. But he's not supposed to wait 5 minutes. Is that allowed? That's too long. Ah, peut-être pas. Not with these kind of championships. Et 5 minutes de plus. 10 minutes. Et 5 minutes de plus. 15 minutes. Et puis, elle joue. Elle joue un coup qu'aucun ordinateur n'aurait jamais osé jouer avant. Elle privilégie le développement d'un avantage stratégique à long terme. En fait, c'est un coup très positionnel. C'est un coup très humain. Kasparov est sous le choc. Il comprend à nouveau, mais plus fortement encore, qu'il n'est plus face à un outil, mais bien face à une autre forme d'intelligence. Wow. Cette machine, il le sent, pense.
Il saisit alors que ce qu'il est en train d'éprouver constitue un tournant pour le futur de l'humanité. Au point que, pour la première fois de sa carrière, le génie Kasparov perd ses moyens. Il abandonne la partie. Il est profondément choqué, mais moins par la défaite que par ce qu'il vient d'appréhender. Il n'en démord pas, la machine a joué comme un humain. Le lendemain, au déjeuner, les coachs de Kasparov viennent le voir. En fait, sitôt la partie terminée, la communauté d'échecs s'est rendue compte de quelque chose. Kasparov a manqué la nulle. S'il avait sacrifié son fou, la machine n'aurait pas pu percer sa défense. Les coachs l'annoncent à Kasparov, That's what I thought. I thought it would be a draw. qui se mure dans le silence. Au bout de 5 minutes, il sort de la réflexion. Le champion du monde concède son erreur. Garry Kasparov s'est trompé. Mais s'il reconnaît son erreur, il a un peu plus de mal à digérer le coup de Deep Blue de la veille. Il n'en démord pas, c'était trop humain. Alors il accuse IBM. Selon lui, la machine aurait reçu l'aide d'un grand maître pendant la partie. Il parle même de main de Dieu. Évidemment, ça fait scandale, IBM est furieuse et Fang se dit blessé. Dans ses mémoires, il confie que, quelque part, il considérait Kasparov comme un ami. Un rival, certes, mais dont il se sentait proche. Après ces accusations, ce lien est brisé. La réaction de Kasparov peut sembler mesquine, mais il faut le comprendre. Là où vous et moi prenons conscience aujourd'hui, progressivement et collectivement de ce que signifie la montée en puissance de l'intelligence artificielle, Kasparov, lui, il est tout seul. On est en 1997. Le public est très loin de saisir les enjeux de cette nouvelle technologie et personne n'est capable de comprendre l'immense complexité des parties qui se jouent devant eux. Évidemment que personne d'autre ne va saisir que Deep Blue est en train de franchir une frontière presque taboue. Si Kasparov est soutenu par des millions d'humains, il est en vérité très seul face à cette machine. Il peut expliquer, mais personne ne comprendra. Ouais. Et face à ce vertige, le déni est un réflexe très humain. That's the problem with being too damn smart. Who do you talk to? Who do you communicate with to open up other levels of intelligence, problem solving? Who do you talk to when you're this freaking brilliant? Malgré ses soupçons, Kasparov poursuit l'affrontement. La troisième partie s'achève sur une nulle. Sur la quatrième, le champion tâche d'employer des techniques anti-ordinateur, en débutant par une ouverture encore jamais jouée en tournoi. Ça a son effet, mais Deep Blue parvient à s'ajuster et la partie se termine là encore sur une nulle. Another draw. En conférence de presse, Kasparov semble complètement épuisé. L'arrogance laisse place au doute, au point qu'il admet quelques-unes de ses propres erreurs. Mais il continue d'avancer. Il y a peut-être une solution. Unbelievable, this guy. Really, unbelievable. Partie numéro 5. L'avant-dernière. Le score est de 2-2. Kasparov joue les blancs. C'est la dernière fois qu'il aura cet avantage face à Deep Blue. C'est maintenant ou jamais. Le champion du monde ouvre la partie en créant la surprise. Premier coup, cavalier en F3, ce qui est rare, même chez les grands maîtres. Ça annonce la couleur. Kasparov ne se battra pas sur le terrain des calculs purs où la machine le dominerait. Non, il veut l'entraîner ailleurs, dans le brouillard de l'intuition humaine. Petit à petit, les deux joueurs développent leur centre. Ils lancent leurs pièces, se jaugent, se contournent. Les deux esprits, antagonistes en tout point, se flairent. Malgré des attaques frontales limitées, la tension monte. Au 11e tour, c'est à Deep Blue de créer la surprise. Ici, la plupart des grands maîtres joueraient petit roc, donc l'action de faire se croiser cette tour et le roi de manière à protéger ce dernier. C'est le coup attendu, classique. Mais Deep Blue joue H5, justement avec un pion qui aurait servi à protéger le roi après le petit roc. Ouais. Étrange, mais Kasparov ne se laisse pas déstabiliser. Après quelques coups, quelque chose semble se tramer, au nord. Le fou noir de Deep Blue mange le fou blanc de Kasparov. Mais ce n'est pas un problème, puisqu'arrive dans notre histoire le héros de l'armée de Kasparov et celui de cette partie, un simple pion blanc, stationné en H4. Celui-ci mange le fou noir. Ouais. Pour le moment, rien d'extravagant, mais son histoire ne s'arrête pas là. Ailleurs sur l'échiquier, les choses avancent. Les deux joueurs jouent très bien. Deep Blue continue à surprendre Kasparov. Il est dynamique, agressif, il n'est plus obsédé par des objectifs purement matérialistes, il se projette. Les coups s'enchaînent. Le jeu est très égal. Wow. Sauf que, pas vraiment.
Kasparov prépare quelque chose depuis quelque temps et il décide enfin d'activer son plan. I like the music. The hype. Au 32e tour, sa tour blanche avance en E6. D'ici, elle menace le pion noir en G6 et le coup n'est pas anodin. La tour ne vient pas seulement attaquer l'ennemi, elle vient dégager le passage pour notre fameux pion blanc. Oui. Celui-ci n'est pas isolé en territoire ennemi pour rien. Kasparov le destine à devenir la pièce principale de tous les That pawn's gonna get a queen, isn't it? échiquiers. Une nouvelle dame, formée une fois que ce pion aura atteint la rangée finale. Ouais. Voilà ce qui est en train de se passer. Kasparov maintient le jeu sur le reste de l'échiquier, tout en préparant la création d'une arme contre laquelle Deep Blue ne pourra rien faire. Au 33e tour, les choses accélèrent, la tour de Kasparov commence à déblayer le chemin au-dessus du pion blanc. Deep Blue, en réaction, déplace sa tour pour protéger le dernier pion noir, Ouais. le dernier rempart face à la future dame de Kasparov. Mais les choses se passent mieux pour ce dernier que pour la machine de Fang, dont on sent qu'elle commence à perdre pied. Mathématiquement, Kasparov prend l'ascendant et la création de sa nouvelle dame est inévitable. Le champion approche son cavalier de son fameux pion pour le soutenir encore plus fermement. Lors du 39e tour, le plan fleurit, le dernier rempart de Deep Blue est menacé par la tour et par le cavalier de Kasparov. Il n'y a mathématiquement aucun coup que Deep Blue puisse jouer pour gagner la partie. C'est terminé. Pour son 46e coup, Kasparov décale sa tour sur la gauche de l'échiquier, il laisse le champ libre à son pion, qui n'a plus maintenant qu'à grimper pour achever de clore la partie. Mais Au 48e tour, le pion avance. Au 49e, il avance encore. Plus qu'un tour, et la dame viendra terminer Deep Blue. mais Mais le pion reste immobile. Parce que pendant que Kasparov manigançait, holy shit, the other guy was planning something too. Deep Blue faisait la même chose à l'autre bout de l'échiquier. Retour en arrière. Get out Lors of du here. 39e coup, alors que Kasparov avance son cavalier pour soutenir sa future dame, et qu'il devient mathématiquement impossible pour la machine de Fang de l'emporter, cette dernière voit néanmoins une issue. S'il n'est pas possible de faire échec et mat, il y a en revanche, peut-être, presque miraculeusement, la possibilité d'obtenir un match nul. Au 39e tour, Deep Blue avance son cavalier en E4, le seul coup qui lui donne une chance. Au 40e, il ramène sa tour en bas et continue pendant quelque temps à tourner, avec son compagnon cavalier, autour du roi de Kasparov. Lors du 45e tour, il joue encore une fois miraculeusement le seul coup qui lui permet de s'approcher du match nul, tour en D2. Visuellement, même si ça peut sembler contre-intuitif, la situation n'a pas l'air dangereuse pour les experts humains. Et même Kasparov se sent encore en contrôle. Au 46e tour, Deep Blue joue le seul coup possible pour la nulle, pion en C4. Au 47e tour, Deep Blue joue encore le seul coup possible pour la nulle, roi en B6. Pendant que Kasparov, encore inconscient du danger, poursuit l'ascension de son pion blanc héroïque, Deep Blue, en défiant toutes les statistiques, trouve, tour après tour, chaque aiguille dans sa botte de foin, l'une après l'autre, frôlant l'impossibilité mathématique. Jusqu'à finir, enfin, par arriver au 49e tour, lors duquel Kasparov s'apprête à transformer son pion en dame. Un coup seulement avant que Deep Blue n'avance son roi en B4, en déclenchant ce qu'on appelle un échec perpétuel. Le roi blanc n'est pas en échec et mat, mais il est mis, quelle que soit la case sur laquelle il peut se rendre, en échec. Wow. Ce qui veut dire qu'à un coup de prendre l'ascendant, Kasparov est forcé d'accepter un match nul. Oh my god. Wow. C'est Cette incroyable. fois, Kasparov s'incline. Il admet devant les journalistes que son adversaire a très bien joué. Le public commence à saisir l'ampleur de la chose. Wow. Wow. La bataille est perdue. La dernière partie ne dure qu'une heure. Au 19e coup, Kasparov se lève de son fauteuil, écarte les bras et abandonne. Wow.
Wow. Deep Blue remporte le match 3,5 à 2,5. Wow. L'humanité a perdu. There we. Imagine today. Imagine today in 2025 with all the AI. I tell you, people, once computers start to realize, oh, I made a mistake, let me correct that so that never happens again. C'est fini. We're done. Humanity is done. Done. But this guy was on a level of intelligence like I've never seen before. But then again, he may not even know how to make mashed potatoes. You know what I mean? Maybe this is it. You know, some people are just brilliant with, like, just throw information at them and they know everything. They have the answer for everything. Maybe this guy was like chess. What? What is an engine? And what does a starter do in an engine? I don't understand. What, a piston? What is it? A camshaft? Ça fait quoi ça? You know, maybe he knows absolutely nothing except chess. Alors, je sais pas, mais I tell you, in this domain here, I mean, a brilliance that I never knew existed. I heard about him. Of course, I've heard about him. I think anybody. Actually, that's not true. There's plenty of people I could name on every finger that would have no clue what his name is. But I knew about him. I didn't know this deep information about him. C'est incroyable. He finally lost. It took a computer that does 330 moves a second in its head. That's what was needed to beat him. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors quoi? La victoire de Deep Blue en 1997 n'est qu'un début. Aujourd'hui, ses héritiers des programmes comme Stockfish ou AlphaZero sont démesurément plus puissants. Ouais. Sur l'échiquier, le mince écart entre l'humain et les machines est devenu un gouffre infranchissable. Là où aucun individu n'a jamais franchi la barre des 2900 Elo, les meilleurs programmes dépassent les 3600. La machine n'est plus seulement meilleure, elle évolue dans une autre dimension, sévèrement inatteignable. Et aujourd'hui, et à plus forte raison depuis quelques années, nous ressentons tous de plus en plus fortement ce qu'a ressenti Gary face à Deep Blue. Face à cette puissance de calcul démentiel, face à cette progression exponentielle, la question que Kasparov a été l'un des premiers à affronter nous hante tous. Si une machine peut calculer plus vite, explorer plus loin et même faire preuve d'une forme de créativité qui nous échappe, quelle est notre place? Sommes-nous condamnés à n'être que les spectateurs de notre propre obsolescence? L'humanité est-elle destinée à perdre la partie? La réponse se trouve peut-être là où tout a commencé, devant l'échiquier. Les machines sont impossiblement meilleures que nous depuis quelques décennies maintenant, et pourtant, très chers amis, jamais le jeu d'échecs humain n'a été aussi populaire. Ce que nous recherchons, nous, créatures désespérément faillibles et sensibles... Val Kilmer? I didn't know he played. Holy shit, he used to play chess? That's incredible. Ce n'est pas observer un jeu qui s'approche sans ralentir de la perfection. Look like him. Sinon, nous regarderions les meilleurs ordinateurs du monde s'affronter année après année. Et pourtant, ces matchs de machines restent le hobby d'un petit groupe d'initiés. Aujourd'hui comme hier, ce qui rassemble les foules, ce qui réunit des dizaines de millions de passionnés, ce sont encore et toujours des joueurs bien humains. Au fond, ce qu'on veut, vous et moi, au-delà d'un niveau qui nous dépasse de toute manière, c'est voir Karpov perdre 10 kilos dans la bataille contre son plus grand rival. That was unbelievable. C'est voir Kasparov épuisé, effrayé, se battre pour l'honneur d'une espèce dépassée par sa propre création. C'est voir un jeune homme affronter le plus grand joueur de tous les temps à 13 ans et avoir l'audace de se lever en plein match pour observer en toute décontraction les parties qui se jouent alentour. Voilà pourquoi quand je regarde Kasparov lever les bras après sa défaite contre Deep Blue, je ne vois pas un échec. Je vois bien plutôt ce que les années qui ont suivi nous ont appris. Les meilleures IA de la planète écrasent les meilleurs joueurs du monde, soit, mais on ne les a pas laissés les remplacer. Elles leur servent d'outils. De la même manière, si les IA qui arrivent sont amenées à nous dépasser dans tous les secteurs imaginables, ne leur donnons pas les clés des domaines qui donnent du sens à notre existence. No shit. Que les outils restent des outils. Oui. Quant au reste, préservons notre humanité, n'arrêtons jamais de créer et continuons désespérément d'inonder l'univers de nos imperfections. Excellent video. Oh my God, excellent video.
Was that Russia? That's Metallica in Russia. Remember that? Unbelievable. That was a beautiful moment. Love this Ego guy, man. Ego is amazing. He really is such a great narrator. He and the Great Review, they're so alike in the way that they represent what they speak about. It just keeps you intrigued, keeps you focused. Your brain doesn't think of nothing else except for what you're watching. And that's what makes them so great. But this was a great video with amazing information. And yeah, I mean, it blows my mind how smart somebody can be. You know, at the end of the day, you'd have to say the inventor of the Deep Blue is even smarter, is even more brilliant. I mean, at the end of the day, a machine is made by humans. So that machine reflects how smart the human was that made it. The problem is that now we're going to have machines that know how to make machines and correct themselves and fix themselves. And I mean, how do you stop it at that point? How do you stop the machine? If a machine is smart enough that it could crack any password, any system, anything, it could start an entire nuclear... Well, actually, there was a movie like that. There was a movie like that, I think in the 80s or 90s, where a machine played war and made Russia and the United States think they were attacking each other with nuclear bombs. But it was just a game at the end. It never happened. But think about it. The day that a machine could say, hey, I could break through every one of your defenses, no problem. It's going to take a human to say, hey, well, do me a favor. Go into Russia's supercomputer system and just, take that one over. Just take it over. And then we'll control their electric grid, their water. We'll control their entire country just from a machine, just from a computer. As well as them to us, them to France, France to Uganda. I don't give a crap what country you pick. If you have a computer that's smart enough to get through and take over, c'est fini. C'est fini pour nous. C'est fini. On va voir. I think in the next 5 years, 2030, oh là là, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses. On va voir what happens to poor humanity. We'll see. Mais ça, c'était excellent. Le jour that, he did. He beat the shit out of that machine at the first time, right? And then he had it. He had it. He just didn't think about a draw. He didn't think about the computer was doing the same as him. Smart. Very, very smart. The game of chess is a beautiful game if you got time to play it. Because each match does not last 5 minutes. Plus, you have to have a good opponent that can beat you, and you can beat him or her. She could beat you, he could beat you. A balance of some sort. And once you find that balance with your opponent, chess can be a very fun game. Because you're not going to win easily because you're smarter. And you're not going to get your ass kicked every time because you're dumber. You're not dumber, you're not as good. But if you find someone balanced, like, hey, I might lose this game or I might win this game. Chess can be a lot of fun. Okay, anyway, take care. Peace out. À la prochaine.